Bonjour à tous et bienvenue à Presse Éco, votre émission hebdomadaire de commentaires, d'analyse et de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des hommes des médias, des analystes avec eux. Donc nous revenons pour faire le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets au niveau national. On va parler de ce sujet qui a fait quand même beaucoup de vagues. Il s'agit de la destruction d'une mosquée à Pazani. C'est un arrondissement de Ouagadougou. Nous allons revenir sur ce sujet pour en discuter. Deuxième sujet, il s'agit de l'évasion des élèves de l'UNAM à Bobo-Dioulasso. Et puis, dernier sujet au plan national, la candidature des législatives est annoncée. Les candidats commencent à déposer. Nous allons parler de ce sujet avec mes invités. Ils sont sur ce plateau. J'étouffe un peu. Je m'excuse, avec mes invités sur ce plateau. Et puis, en international, bien avant, en international, ce sera la Côte d'Ivoire. Nous allons revenir sur les candidats retenus pour la présidentielle. 4 candidats en tout. Pour parler de ces sujets, mes invités, à ma droite, Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, il est directeur de publication de l'opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis, André Eugène Iloudo, directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène d'être sur ce plateau. Et puis, juste à sa droite, Maître Kielem Apollinaire. Il est donc avocat. Merci Maître de ce plateau. Je vais terminer difficilement la présentation avec Parfait Silga. Parfait Silga est donc analyste, les journalistes et analystes. Merci à tous d'être sur ce plateau. On va démarrer donc ce débat avec ce sujet qui est un sujet à fort potentiel de crise. On l'a vu, la Fédération des associations islamiques est sortie. On a vu aussi une coordination des jeunes musulmans qui sont sortis. Mais il est question ici d'une parcelle qui a été donc, en tout cas litigieuse entre deux personnes. Et puis, ça a provoqué donc la destruction des biens, une mosquée et une école qui étaient sur le site. Je voudrais qu'on se prononce sur la question aujourd'hui de comment est-ce que les sujets liés au site religieux, aux offices religieux, par exemple, sont traités. Dans ce cas, on a vu une destruction qui a soulevé le tollé. Est-ce que, lui, s'il y a la loi, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'agir qui puisse renforcer la cohésion sociale, par exemple? André Zeniglou. Oui, bon. Si vous regardez depuis presque une dizaine d'années, il y a beaucoup de Burkinabés qui disent que le foncier est une bombe à retardement pour notre société. Le problème des terres, les problèmes là vont constituer un problème central d'ici 5 à 10 ans pour les Burkinabés. Et ce qui s'est passé à Pazani est une démonstration de ce qu'on risque de vivre plusieurs fois. C'est vrai que j'ai lu qu'il y a un huissier qui est allé demander la destruction de la mosquée. Si c'est l'huissier qui est devant pour la destruction de la mosquée, je suis presque à 90% sûr qu'il a suivi des règles de droit. Mais ce n'est pas parce qu'il suit les règles de droit que la justice est juste. Aujourd'hui, le problème des sociétés africaines va venir plus de la justice. Malheureusement, la justice qui nous a été importée est symbolisée par un glaive qui tranche. Or, les sociétés africaines ont besoin d'une société dont le symbole serait une aiguille, c'est-à-dire une aiguille qui coud. Une justice dont le symbole serait une aiguille, c'est ça? Une aiguille qui coud les relations, mais pas qui tranche les relations. Ici, je suis sûr que si il y avait une structure adaptée aux Africains, où les deux parties pouvaient aller s'asseoir, et ils ont confiance à ceux qui vont les écouter et trancher, peut-être qu'on n'aurait pas détruit la mosquée. Peut-être que certains domaines de justice n'arriveraient pas. Parce que quand vous partez en justice à l'européenne, il y a une partie qui gagne et il y a une partie qui perd. Or, dans la justice africaine, tout le monde peut être gagnant ou bien tout le monde peut être perdant. Et vous pouvez avoir des gens qui partent en conflit. Et à la fin du conflit, ils se saluent. Et ils partagent une noix de cola. Et ils boivent de l'eau et ils repartent chez eux. En justice, je pense sur le contrôle de Maître Apollinaire. Quand vous partez en justice, actuellement à l'européenne, il y a une partie qui crie victoire et il y a une partie qui n'est pas d'accord. Et vous ne pouvez pas avoir une société apaisée s'il y a une partie qui perd et il y a une partie qui gagne. André Eugène Goudou, en attendant que cette justice qui pourrait être l'idéal africain n'existe pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des décisions? Comment les appliquer? Je voulais arriver maintenant à la destruction d'une mosquée.
En principe, une mosquée, c'est un lieu où l'on prie Dieu. Que ce soit ceux qui soient en tort ou ceux qui ont raison, j'imagine que les deux parties croient en Dieu. Et si vous croyez en Dieu, quel que soit ce que vous avez, vous ne pouvez pas demander d'aller détruire un lieu qui est dédié à Dieu. Vous pouvez peut-être user d'autres solutions pour régler votre problème. Moi, je parle parce que c'est un problème de mosquée. Or, vous savez que les religions en Afrique sont très, très sensibles. C'est vrai que ce qui se passe, c'est avec les musulmans. Et il y a beaucoup de lifufi autour. Il y a les jeunes qui sortent, il y a l'association musulmane qui sort, la fédération qui sort. Je ne veux pas dire que c'est parce que c'est les musulmans on va faire du bruit. Mais je vais demander simplement que quand il y a des litiges qui ont trait aux religions, je voudrais demander aux uns et aux autres de jouer balle à terre. Parce que c'est hautement inflammable. Alors justement, là, on a vu que la Fédération des associations islamiques du Burkina a reçu donc, les jeunes et la coordination des jeunes musulmans qui avaient donc fait des menaces, donc étaient reçus donc par la fédération et au sorti le président du mois, en tout cas, leur a demandé donc de se calmer et qu'une procédure vis-à-vis des autorités est engagée, vis-à-vis aussi de la justice est engagée. C'est là qu'il faut louer les responsables des religions, parce qu'aujourd'hui on a l'avantage très certain d'avoir des sages, généralement, à la tête des associations de religion. Si un jour, par malheur, pour notre malheur à tous, nous avions une personne qui aime la bagarre, c'est raté. Maître, là, quand on écoute un peu, on n'a pas tout le dossier, néanmoins, mais quand on écoute un peu les uns et les autres, c'est comme si les victimes aujourd'hui, ceux qui ont vu détruire leurs biens, construction et tout, estiment qu'ils n'ont pas été signifiés d'aucun acte, par exemple. Est-ce qu'en justice, on peut se déporter comme ça? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est soit un état de fait, soit un état de droit. C'est ce qu'on appelle les voies de fait. Là, ça veut dire que ce sont des gens qui ont opéré par eux-mêmes sans passer par la justice, sans passer par le droit. Sinon, si c'est fait en fonction du droit, on ne peut pas aller détruire un bien sans que le propriétaire du bien ne soit averti. C'est pas possible. Mais de tout ce qui se dit aujourd'hui, jusqu'à la sortie de la fédération, c'est pas vrai. Si là-bas des fake news sont rapportés. Ou alors, c'est pas la justice. D'accord. Parce que si c'est par la voie de justice, ça veut dire qu'il y a eu une décision qui a ordonné la destruction. Cette décision est passée en force de chose jugée, est devenue exécutoire. Alors maintenant, on remet ça à un huissier chargé de mettre à exécution la décision. Et l'huissier ne peut mettre ça à exécution qu'après avoir signifié la décision à la personne qui était là-bas. Voilà. C'est comme ça les voies de droit. D'accord. Maintenant, si c'est par les voies de fait, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est levé de façon arbitraire, il est parti détruire, ça, je ne peux rien dire. Il utilise les procédures qu'il veut utiliser. Bon, donc, deuxième élément, il faut préciser une chose. C'est vrai qu'André Eugène Illibourou a parlé du foncier, mais il faut distinguer entre le foncier rural et le foncier urbain. Le foncier urbain, il n'y a pas de problème, parce que ce sont les voies de la République qui s'appliquent. Ce sont les parcelles loties, etc. Donc, il n'y a pas de problème dedans. Mais ici, maître, on a aussi beaucoup de cas de problèmes de parcelles où une personne vend sa parcelle à 10 personnes. On a ces cas-là qui sont récurrents. Oui, mais le droit a prévu tout ça. Il y a des voies de droit pour traiter tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. Dès lors que c'est un problème de foncier urbain, que la parcelle est lotie à un propriétaire ou n'a pas de propriétaire, il y a des voies pour traiter tout ça. Si tu as vendu illégalement la chose de quelqu'un d'autre, le droit règle tous ces problèmes. Mais on se rend compte que le droit, apparemment, est comme bloqué parce qu'on a plein de situations ici de lotissement qui sont des bons maritagements. Les gens marchent chaque jour pour réclamer qu'on lotisse, etc. Si des parcelles loties, c'est différent des parcelles qui ne sont pas loties et on réclame les lotissements. Si c'est dans une parcelle lotie, ils n'ont qu'à porter l'affaire en justice, la justice va trancher. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Les voies sont claires. Maintenant, il s'agit du foncier qui n'est pas loti, ça, c'est tout à fait différent. Maintenant, il faut distinguer une chose, c'est que nous sommes dans un état de droit. Ça veut dire qu'il y a des lois de la République qui s'appliquent. Et la loi de la République régit, dans un état laïque, que ce soit les sites religieux, c'est une institution comme toute autre institution. C'est-à-dire que l'État laïque traite
les lieux de culte, comme ils traitent, n'est-ce pas, les associations, comme ils traitent, n'est-ce pas, l'éducation. Ça voudrait dire quoi concrètement? Est-ce que ça voudrait dire que, parce qu'on est dans un État laïque, donc si il y a une décision qui dit de détruire, comme cela a été vu, de détruire un site religieux, on le fait sans même... Même si c'est une cathédrale. On le fait, quelle que soit l'institution. Vous avez même vu récemment la cathédrale Sainte-Sophie à Istanbul, à Constantinople, qui était devenue une mosquée. Quand Mustafa Kemal Atatürk a déclaré la Turquie État laïque, il a transformé ça en musée. Mais ça, c'est un changement de oui, mais c'est comme si on détruisait. C'est comme si on détruisait. On est passé c'est comme si on d'un État non détruisait. laïque à un État laïque. Voilà, c'est un État laïque. Est-ce que vous voyez, dans un État laïque, c'est pour dire que dans un État laïque, tout est régi par les lois de la République. Et les lieux de culte, les religions, sont un objet régi par les lois de la République comme tout autre objet. D'accord. Maintenant, bon... Parfait, Siliga. Quand on regarde ce qui se passe là, on a l'impression que les lieux de culte là sont le plus souvent objets sont au centre de conflits. Oui. Parce que j'ai l'impression que les destinations des lieux de culte là ne sont pas bien définies dans nos lotissements. Alors que ça devrait être clair. On devrait pouvoir savoir que dans tel quartier, voilà tel espace réservé pour une mosquée, pour une église, pour une école, pour un jardin d'enfants, pour un terrain de sport. Mais on a l'impression aujourd'hui que j'ai une parcelle qui m'appartient et je construis une mosquée ou je construis une église dans un quartier. Alors, si sur cette parcelle, il y a un contentieux, il va de soi que la suite, ça va être sur l'édifice religieux qui est mais bâti parfait, sur cette situation, quand par exemple l'autorité donne par exemple des documents, il y a l'autorité en charge, bien sûr, de tout ça, le cadastre et tout, le foncier. Et il y a aussi, par exemple, l'autorité de l'éducation. Dans le cas pareil, c'est une école également qui est imbriquée dans la mosquée. Est-ce que les documents qui ont été donnés sur quelle base, sur quelle analyse? Mais justement, il faut le savoir. Il faut d'abord savoir, est-ce que c'est une parcelle d'habitation? Est-ce que c'est une parcelle qui était réservée à l'origine pour une mosquée ou pour une école? Ce sont ces questions qu'il faut d'abord trancher. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un litige sur la parcelle alors qu'elle n'était pas destinée peut-être à une mosquée. Donc, s'il y a un litige entre deux personnes et la première personne a sa parcelle qui n'était pas destinée à une mosquée, bon, voilà. Donc, je pense que normalement, l'État devrait prendre toutes les dispositions pour que les destinations des parcelles leur soient bien connues. Et si vous changez la destination d'une parcelle, vous tombez sous le coup de la loi. C'est ça qui est vraiment dommage à l'heure d'aujourd'hui. Alors, la question reste toujours au niveau des autorités, par exemple, qui donnent les documents aux uns aux autres. Par exemple, pour faire une école, il est évident qu'il y a une procédure qui est engagée, il y a des techniciens qui viennent voir le terrain, qui vérifient tout avant d'accepter, par exemple, qu'on implante une école. Un lieu de culte, ça peut se comprendre que, voilà, notamment, on peut construire un temple, une mosquée, etc. Mais quand c'est quand même une école et qu'on accepte de donner un document, c'est que ça pose aussi un problème des autorités. Comment les autorités gèrent ces questions, comme tu l'as dit? Est-ce qu'il y a un laxisme où, quelque part, les choses ne sont pas suffisamment claires? Non, mais je pense qu'il y a quelques semaines, on a vu un communiqué du ministère de l'Éducation nationale où on parlait de probable fermeture d'écoles non en règle. Moi, je dis déjà qu'il ne faut même pas laisser les gens ouvrir des écoles qui ne suivent pas les règles. Ça veut dire que déjà au départ du projet, il faut que les promoteurs des projets là soient bien encadrés. C'est-à-dire, si vous voulez ouvrir une école, il faut qu'on puisse savoir d'abord c'est sur quelle parcelle vous voulez ouvrir cette école-là. Il ne faut pas laisser les gens construire les écoles et recruter des enfants. Et ensuite, un beau jour, on dit « Ah, vous n'êtes pas en règle, on ferme tout et tout ça. » Moi, je dis... André, je voulais réagir, dire quelque chose. Non, je pense que c'est vrai que les autorités ont bon dos. Hein. Mais chez les Mossi, on dit « Donne raison à celui qui a raison et continue à aimer la personne que tu aimes. » Moi, j'ai une école. Pour ouvrir une école, il y a un cahier de charges qui est très clair. Une école ne peut pas être ouverte sur une grande voie. Une école ne peut pas être ouverte à côté d'un cimetière. Une école ne peut pas être ouverte à côté d'un barrage.
dans une école, vous ne pouvez pas construire des kiosques. Mais allez voir aujourd'hui. D'accord. Donc, il n'y a pas de respect de ces cahiers de il y a- charges. les promoteurs, pour ouvrir leur école, ils sont à règle vis-à-vis des cahiers de charges. Et une fois qu'ils ont l'autorisation, ils font du n'importe quoi. Ils abusent. Ils abusent. D'accord. Et là-dessus, je suis d'accord que le ministère devrait être... Mais Assez regardant, il fallait un Non, contrôle a le drame, posteriori. c'est que quand tu pars pour fermer une école, d'abord le ministère même, là où le ministère est en faute, souvent quand il a raison, c'est qu'il nous dit, oui, ce sont les enfants des gens, si on ferme l'école, qu'est-ce que les gens vont devenir? Merci. C'était juste une digression, ce n'est pas ça le sujet. Merci. Mais je voulais dire quand même oui. pour les mosquées, c'est vrai. Encore une fois, je peux donner un témoignage. J'habite le quartier de la démocratie, la Patte d'Oie. Je fais partie d'une communauté de base et dans notre lot, il y a un lieu qui est destiné au culte. Les chrétiens ont été les premiers à demander le lieu. Ensuite, les musulmans sont venus, ils se sont mis à côté. Dieu faisant bien les choses, les chrétiens même ont accepté de diviser leurs parcelles et ils ont donné la moitié aux musulmans. Ça n'a même pas créé de problème. Mais là où il ne faut pas être d'accord, et je suis sûr qu'on va créer une fatwa sur moi, c'est quand les musulmans transforment leur propre maison en mosquée et ils mettent des haut-parleurs ou ils mettent des micros et ils appellent à la prière à 4h30 du matin dans une maison qui était destinée à une habitation. Si tu dis ça, les gens vont dire que toi, tu t'attaques aux religions. Mais je pense que même dans toutes les religions, il y a des règles à suivre. Vous ne pouvez pas penser parce que c'est là où il y a un problème, parce que c'est une maison destinée à Dieu, vous transformez votre maison et c'est simplement, aujourd'hui, vous avez les musulmans, les protestants et certains catholiques André Jaliboulo, on ne va pas faire des digressions sur le sujet. Non, c'est pas une digression. C'est de dire là où Parfait a dit, oui. Souvent les gens changent la destination de la parcelle à un autre chose. Merci André Jaliboulo. L'engagement sur le sujet très rapidement et puis en même temps nous dire, parce que ce sujet est intéressant dans la mesure où il y a une relation avec la cohésion sociale, la paix dans la société, etc. Nous dire, jusque-là, en tout cas, sauf si je me trompe, on n'a pas vu un communiqué, par exemple, du ministère en charge des cultes qui, par exemple, dit au moins un mot là-dessus. D'abord, pourquoi voulez-vous que j'aille très rapidement? Oui, bon, parce que... Donnez-moi le temps de développer mes opinions. D'abord, sur l'aspect que Eugène André a soulevé tout à l'heure, à savoir les lieux d'habitation qui se transforment en mosquées. Bon, malheureusement, ce n'est pas que les musulmans qui sont concernés. On trouve... Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est la situation à Pazani, les implications. Oui, non, c'est juste pour dire que, de manière globale, effectivement, sur la question des religions, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Et moi, dans cette affaire, je suis d'autant plus outré que l'histoire récente de notre pays a montré que le droit est dit en fonction, comme on a l'habitude de le dire, de l'apport des forces. Vous avez souvenance que la forêt de Koua a été déclassée et transformée une partie en site pour l'hôpital. L'hôpital. Les populations se sont levées, se sont rébellées et la loi qui a déclassé là, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Bon, c'est pour dire que faisons attention avec certaines questions. Et sur cette affaire, comme vous l'avez dit, ceux qui ont construit l'école avec le site de prière ont eu des autorisations légales. Ils ont eu tous les documents nécessaires pour faire ce qu'ils ont fait. Il y a une autre décision de justice qui vient, qui en fait met en cause cette décision légale. Les gens ne sont pas levés parce qu'ils sont des musulmans, mais parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont nombreux, à aller construire une école et bâtir une mosquée. Ils avaient le droit de le faire, ils ont eu les papiers pour le faire. Une autre décision, ça montre en quelque sorte ce que l'État est aujourd'hui, c'est-à-dire une grosse pagaille. Sinon, il n'est pas normal que tu aies des documents légaux pour faire un travail et la justice, qui elle aussi est légale, vient te dénier le droit de faire ce que tu as fait. Ça, c'est un problème. Et quand c'est comme ça, je suis tout à fait là en parfaite harmonie avec Eugène pour dire qu'il faut donner la place à la concertation.
Et vis-à-vis des musulmans, ce que moi je voudrais, là où je m'interroge, est-ce que quand la décision de justice est arrivée, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez saisi les autorités pour vous plaindre, pour poser en fait la délicatesse d'exécuter une telle décision qui Est-ce va qu'il toucher existe effectivement... une telle décision? Parce que jusque-là, quand on écoute, Oui, moi, il je n'apparaît me dis- pas quelque part qu'il y a une décision connue de l'autre partie, telle que Oui. c'est dit. Oui, ça c'est une présomption. Oui, je Mais pense est-ce Il n'y a que... pas, elle n'a pas un document. Oui, ça c'est une Moi, je présomption parle- qu'un Presque huissier ne se déporte pas sans forcément un exploit. C'est ça. Mais il reste que la partie, on considère comme étant victime, jusque-là explique. Et quand on écoute un peu ce que la Fédération des associations islamiques et le gouvernement dit, il n'est pas ressorti quelque part. Alors c'est une question qu'on ne maîtrise pas, on ne va pas s'avancer, mais il reste quand même que il y a beaucoup de... Non, pas Eugène, non. Allons-y, oui. Les gars, allons-y. Je dis que, et je continue à développer sur ce point, qu'est-ce qui a été fait lorsque... Parce que je me dis quand même, le huissier ne doit pas se pointer le jour du jugement pour venir exécuter. Il y a eu certainement un temps. Est-ce qu'on a pris ce temps-là pour concerter, pour faire une concertation avec les autorités pour savoir? D'accord. Dans tous les cas... Je voudrais qu'on termine Dans sur... tous les cas, je dis que il n'est pas normal, dans cette situation que l'on procède à une destruction sans toucher les responsables qui sont chargés Alors, de justement, gérer ces questions. sur cette question, je voudrais qu'on évoque un sujet sur l'autorité publique. Parce que là, on n'a pas vu, par exemple, est-ce que c'est une façon de ne pas considérer suffisamment ce sujet-là? On n'a pas vu le ministère, parce qu'il y a un ministère en charge du culte qui est là, on n'a pas vu un communiqué qui appelle, par exemple... Non, on n'a pas au Burkina un ministère chargé du culte. Oui. Non. Le ministère chargé de l'administration Un territoriale. territorial, entre autres. André, Non, je vais dire, nous sommes en démocratie. Et les pouvoirs sont partagés. Ne plaidons pas pour que l'exécutif mette son nez dans la justice, parce que ça va mener toutes les dérives. Non, la question ici, c'est de dire, Non, la question, André Génigoudo, ce n'est plus la procédure qui est en cours, on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Ce qu'on dit, est-ce que quand une situation comme ça arrive, qui est suffisamment sensible, hein, est-ce que le ministère, il y a un ministère quand même qui s'occupe des cultes, ne peut pas faire un communiqué d'apaisement? Là, on n'a pas vu une réaction, c'est la question que je pose. Là, d'accord. Mais avant d'aller, par exemple, ils sont allés détruire la mosquée. Je ne suis même pas sûr que si quelqu'un était allé avec le document de justice, voir le ministre pour dire voilà ce qu'on a dit, on n'est pas d'accord, le ministre même aurait répondu. Il va dire c'est un problème de justice. Moi, en tant qu'exécutif, je ne m'y mêle pas. C'est encore une fois pourquoi je reviens à ma proposition qu'en Afrique, on est à côté du médiateur du FASO qui s'occupe de l'administration et de ses administrés, une structure qui s'occupe des problèmes sociaux des gens. Je suis sûr que s'il y avait ce genre de structure-là, où les musulmans qui ne sont pas d'accord partaient voir la structure en tant que telle, pour dire voilà ce qui va nous arriver, voilà ce qui nous arrive, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'on aurait appelé l'autre partie. Mais au niveau du ministère de l'administration territoriale, donc en question, donc, qui s'occupe également des libertés. De la cohésion donc, sociale, par cohésion exemple. Sociale et tout, il y a ce qu'on appelle l'Observatoire national des faits religieux, qu'on appelle l'ONAFAR, etc., qui n'a pas peut-être... Mais qui n'a là, pas on a tout- même dit quelque qui n'a pas chose, toute la ils qualité. observent, qu'est-ce qu'ils en font? Non, je vais dire, il faut qu'une, par exemple, moi je pense à une structure indépendante, mise en place, comme le médiateur du FASO. Si on avait, par exemple, je suis Mouara, si je parlais un Wemba, ça veut dire que quand vous avez un problème, le chef a tranché. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le chef a tranché là, quand vous partez voir le Wemba, c'est un recours. Donc un mécanisme, un recours non formel. Mais qui existe où les gens, par exemple, qui ne sont pas d'accord avec les décisions de justice, peuvent aller en tant que voir un médiateur pour plaider leur cause. Et je suis sûr que, ça, par exemple, au Merci. ministère, je vais dire, à la Merci. Chambre de commerce, ils ont un mécanisme comme ça. C'est ça, oui, merci. Très rapidement, maître. Ouais. Un mot sur D'abord, il faut donner- l'attitude, par exemple, du ministère de l'administration Non. territoriale, on ne pourrait pas comprendre. Il y a séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, pas la question judiciaire, la question de Oui, mais conséquences sociales. pourquoi le Est-ce ministère que va le- intervenir dans un dossier de justice? Mais Vous je allez dire recadre ma encore question. qu'il y Je a une recadre ma implication. question. Je recadre ma question. La question procédure reste à la procédure. C'est que nous disons, il y a des situations qui arrivent, qui peuvent être des situations négatives sur la société, etc., avec tout ce que ça crée. Est-ce qu'un ministère qui se charge de cette question ne pourrait pas, par exemple, réagir? Parce que là, on n'a pas vu de réaction, c'est resté... Non, il pourrait le Est-ce faire. que ça ne peut pas... Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas réagi? Je vais vous dire une chose. On n'a pas vu de communiqué, par Non, exemple. ce n'est pas nécessairement par un communiqué.
hein, il y a des interventions qui se font pour être beaucoup plus proches des gens, qui se font de façon ponctuelle et individuelle, porte à porte, etc. Je vais vous dire une chose. Pour avoir géré plusieurs dossiers de parcelles, généralement, les gens ne sont pas de bonne foi. Ça, il faut le reconnaître. Pourquoi? D'abord, il y a un premier point. Généralement, quand c'est un problème de parcelle comme ça, ils prennent un représentant qui s'occupe du problème juridique avec l'avocat, etc., etc. Et ce représentant ne traduit pas nécessairement, ne fait pas nécessairement le compte-rendu de ce qui se fait aux autres. Ça fait un. Deuxièmement, quand les gens perdent en justice en matière de parcelles, ils ne sont pas de bonne foi. Ils partent dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, alors que ce n'est pas vrai. Nous, on l'a vu plusieurs fois. Et troisièmement, il faut dire une chose, pour qu'on en arrive à exécuter une décision de justice, ça veut dire qu'on a épuisé les voies de recours. D'accord. Il y a eu une décision en première instance, vous n'avez pas été d'accord, vous avez fait appel, la Cour d'appel s'est prononcée, et quand la Cour d'appel se prononce, généralement le juge met beaucoup de temps avant de rédiger sa décision. Ce dont nous nous plaignons d'ailleurs. Ok. Parfois, on met 2 ans avant de rédiger une décision. Donc, vous avez eu le temps de savoir que vous avez perdu et qu'un jour ou l'autre, vous allez quitter la parcelle. Et quand le juge a fini de rédiger sa décision, il y a ce qu'on appelle l'apposition de la formule exécutoire, qui rend la décision exécutoire. Et c'est avec ça maintenant que l'huissier remet à l'autre partie pour dire voilà. D'accord. Donc, merci, on ne peut pas faire merci sans pour qu'il ait été au courant. procédure. Ce que je voulais préciser, c'est que André Eugène a tendance à évoquer la tradition, etc. Il faut dire que les choses ont changé. Au temps de nos parents et de nos grands-parents, la terre n'avait pas beaucoup de valeur. Et même les objets n'avaient pas beaucoup de valeur. Maintenant, nous sommes dans une société monétarisée, imbriquée dans le système international, où tout a acquis de la valeur. Donc, à partir du moment où une chose a de la valeur, les gens deviennent de mauvaise foi. Et c'est ça qui... D'accord. Et c'est ça, mais n'est-ce pas, ce qu'André Eugène il dit, c'est qu'on trouve des mécanismes qui prennent en compte ces et il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui refusent ces mécanismes-là. De mauvaise foi. Parfait, Silga. Très rapidement, 30 secondes. Je voulais dire que ce n'est pas nécessairement par un communiqué qu'on s'implique dans la résolution d'un litige. Ouais. C'est-à-dire que le ministère, effectivement, en charge de la cohésion sociale, peut contacter la fédération pour qu'il y ait un rapprochement entre les deux parties, sans effectivement tambour ni trompette, comme on le dit souvent. Et effectivement, le communiqué peut être la preuve qu'il y a un travail qui est fait, mais l'essentiel... Est-ce que là, il y a eu des approches? Non, on ne le sait pas. Voilà, l'essentiel... Les citoyens lambda, comment ils voient ça? Oui, mais écoutez, si un État doit travailler en disant toujours, oui, il faut que les citoyens lambda sachent ce qu'on fait. Ici, on est en matière de cohésion sociale. Le plus important, c'est d'arriver, effectivement, à réconcilier les partis. On n'a pas forcément besoin de faire du bruit. Le plus important, c'est d'arriver, effectivement, à colmater les brèches. Merci. Les gars, termine. Vraiment, on va changer de sujet. Les gars, termine. Oui. Je veux juste dire que très rapidement, nous devons avoir pour objectif de participer à apaiser la situation, qui est déjà vraiment très tendue. Et dans ce sens-là, moi, je préconise effectivement que les autorités s'impliquent rapidement et qu'une décision puisse permettre d'apaiser les cœurs. Et là, il faut qu'on cherche exactement, depuis l'origine, jusqu'à la construction de la mosquée, jusqu'à la décision jusqu'à l'acte de destruction, que l'on connaisse toutes les étapes du processus, comme l'a décrit M. de Tambela, pour situer les responsabilités. Parce que nous prions Dieu, mais ce sont les hommes. Nous sommes des hommes, nous sommes imparfaits. Et c'est pourquoi nous prions Dieu qu'il fasse en sorte que la paix puisse régner dans cette affaire. Merci. Comme il est question de cohésion sociale, non, moi je plaiderais pour ces 3 secondes. Que le ministère ne fasse même pas tambour battant. Parce que les meilleurs dossiers qui ont été réglés dans la paix n'ont pas connu de bruit. Et je prends le cas de ce qui s'est passé la semaine dernière avec les musulmans. Le médiateur du Faso n'a jamais fait de communiqué, mais après ce qu'on a entendu, c'est que le problème a été réglé. D'accord. Et donc, elle a intervenu dans la discrétion. Et je pense que les meilleures façons de régler les problèmes, c'est d'être discret. Merci, André Janiboulou. Les gens étaient de très bonne volonté. Merci à tous. Ce que je peux dire déjà, c'est que le président du présidium donc, de la FAIB a laissé entendre qu'il y a déjà contact avec le ministère, les autorités, et puis bon, bientôt peut-être avec le chef de l'État pour régler ce problème. Merci à vous. On va continuer à parler de Covid-19. On s'est imaginé pourquoi j'ai porté cette bavette-là. En réalité, c'est pour dire simplement qu'il y a une forme
de négation de toutes les pratiques qu'il y avait eu autour. Et on a vu par exemple le cas le plus emblématique, c'est que des élèves, une bonne des centaines au niveau du Bobo du Lasso, étaient donc infectés au niveau de leur formation, de l'ENAM. Au niveau du camp, ils ont été infectés. Et il y a eu d'autres qui sont, malgré la connaissance de leur situation, qui ont pris le large et qui se sont fondus dans la nature. Certains ont donc été récupérés au niveau de Ouagadougou pour les mettre sous contrôle, sous traitement, etc. Alors, parfait, Sylvain. Certains sont pour la question comment des futurs cadres de l'administration qui vont donc impulser des valeurs républicaines, du civisme et tout, peuvent se permettre un tel écart. Non, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux énarques. Il ne faut pas forcément aussi jeter la pierre à l'administration. Je pense que les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir un test pour tous les élèves, pour tous les stagiaires avant qu'ils ne rentrent. Et on aurait dû aussi prendre toutes les dispositions à partir du moment où un cas a été déclaré, pour qu'on prenne les dispositions afin de l'isoler et puis d'éviter qu'il y ait tout ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'imperfections dans la gestion de cette crise. Cela dit, j'allais dire heureusement, on parlait de 79 en tout cas voilà, autour de 75, 76. Qui étaient dans la nature. Je pense qu'ils ont été localisés, selon les informations dont je dispose, ils ont été localisés, ils sont suivis. Ils ont même eu leur test de J8, je pense, il y a 2 ou 3 jours. Et donc, maintenant, il faut qu'on puisse tirer les leçons pour les autres stages, parce que c'était effectivement le stage militaire pour permettre à ces énarques d'acquérir un certain nombre de valeurs, le civisme, la discipline. Mais bon, à la fin, ce qui s'est passé est aux antipodes. Parfait, Sylvain. C'est peut-être l'occasion de poser la question. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui les autorités elles-mêmes qui violent les mesures barrières, les décisions qui avaient été prises aujourd'hui? Il y a des grands rassemblements. On a vu les meetings d'investiture qui ont déclaré donc, on va dire, la violation de ces règles-là. Et quand on fait un regroupement de près de 300 élèves, même si c'est une formation, est-ce que ça ne pose pas un problème de respect des règles qu'on s'est édictées soi-même? Non, le respect des règles avait été défini dans les décrets qui ont été pris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, bon, les rassemblements de plus de 50 personnes étaient permis. Donc, sur la base de ça, que les partis politiques ont organisé leur jamboree. OK? Maintenant, effectivement, quand vous avez un stage au GIFA avec un certain nombre de personnes, je pense qu'il y a des décisions qu'il faut prendre. Elles doivent être fermes. Donc, quand on a dit que les élèves ne se sont pas évadés, les élèves là sont sortis au vu et au su de tout le monde. Est-ce que vous voyez? Ils ne se sont pas cachés pour partir. C'est au vu. Les élèves ont décidé, nous n'allons pas rester ici. C'est une attitude non moins quand même contestataire. Mais je dis, mais tout à fait. C'est-à-dire que la responsabilité est partagée. Il ne faut pas aujourd'hui dire ce sont les autorités, ce sont les élèves. Tout le monde est responsable de ce qui est arrivé. Maintenant, je dis, prenons les dispositions pour que ces personnes-là qui ont été testées positives là, soient suivies et qu'elles puissent recouvrir la santé. Lengani, est-ce qu'aujourd'hui le problème ne se pose pas? Il y a ce cas des élèves, mais il y en a plusieurs situations où on dit oui, il y a des personnes qui avaient été testées, qui ont disparu dans la nature. Il y a de telles choses qui se disent qui ne sont pas forcément en faveur de toute cette organisation de la riposte, etc. Mais il y a aussi que on a l'impression que le Covid est en train de faire un rebond en silence dans la société. Il faut dire que le rebond, c'est une réalité un peu partout dans le monde. On constate ce qui se passe en Europe actuellement, où les chiffres sont de nouveau dramatiques, où des gens, dans certaines localités, sont en train de reconfiner encore. Mais concernant notre cas particulier, il faut dire que c'est... je ne sais pas comment dire ça sans vexer les autorités, mais je constate une sorte de laxisme par le fait même des autorités elles-mêmes, qui doivent donner l'exemple et qui donnent malheureusement le mauvais exemple. Par le fait de parler tantôt des règles qui ont été prises et qui ont été assouplies. Mais jusqu'à plus du contraire, je crois que quand on doit faire des regroupements de plus de 50 personnes, il faut procéder à un certain nombre de tests qu'il faut faire. Et les mesures barrières, les mesures de distanciation sont toujours appliquées.
Bon, ce qui n'a pas été le cas à l'occasion des jamborees des partis politiques, et ce qui n'a pas été forcément le cas au niveau des énarques. Et là, les énarques, moi je dis clairement, si j'étais à leur place, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire, je serais parti et on m'aurait peur de trouver. Parce que j'aurais tout fait pour me camoufler le mieux possible, pour montrer l'incapacité de notre État à assumer ses responsabilités. Comment peut-on amener des gens... Parce que moi j'ai écouté un message audio d'un des énarques qui est concerné et qui a décrit tout ce qui s'est passé au camp. C'était un message présumé. Oui, présumé. Oui, parce qu'on n'a pas la véracité de ce qui est dit et de qui dit. Bon, mais la personne même dit, c'est des interventions qu'elle-même a eu à faire publiquement. Et donc, sur la base de ça, on peut donner foi que, bon, il y a quand même des témoignages que la personne donne qui peut permettre de faire des recoupements et puis savoir si c'est vrai ou faux. Donc, moi, je passe sur le fait que ça doit être effectivement un concerné qui a fait ce message-là et qui dit clairement que bon, ça a été une grande foutaise en quelque sorte. Et comme Parfait l'a dit, je dis, si on peut s'évader, 100 personnes et qu'elles s'évadent d'un camp militaire, de formation militaire... Non, le mot n'est pas juste. Ils ne se sont pas évadés, ils sont partis. Non. Vous voyez l'évasion, on pense à une justement, prison. c'est ça. D'accord. Mais c'est ça, on a dit... Ils étaient quand même dans une situation où ils ne devaient pas partir. Donc, s'ils forcent pour partir, c'est une évasion, en quelque sorte, parce qu'ils ont dû briser je constate, les règles des choses. C'est ça. Et puis, en fait, c'est ce que l'administration dit. Les gens sont partis sans autorisation. Quand tu pars sans autorisation, Parfait Silga, ça c'est une évasion. Quand tu es dans un endroit clos, tu n'as pas le droit de sortir et tu en sors. Je n'ai pas la définition précise à l'état actuellement. Non, mais je peux confirmer en tant que prof de français que ça s'appelle une évasion. C'est une évasion. Voilà. Donc, parce que quand vous partez à l'hôpital et que le médecin ne vous donne pas l'autorisation de partir et que vous partez à l'insu du médecin, on appelle ça une évasion. C'est une évasion. Donc les évadés, parfait. C'est vraiment très grave. Qu'on puisse s'évader à une centaine d'un camp militaire, c'est extrêmement grave. Et si moi j'étais moi-même le soldat de faction ce jour-là, j'aurais porté plainte contre même ma hiérarchie. Parce que ce n'est pas vrai. J'ai vu les gens sortir parce qu'ils avaient autorisation de sortir. On ne m'a pas dit de les empêcher de sortir. Donc c'est moi ma responsabilité qui est engagée en tant qu'homme de faction. Et je dis non. Je dis que bon, en fait, en réalité, on a voulu faire d'une petite affaire une grosse affaire. Et pas la même chose, comme on dit souvent, quand vous montez sur un arbre, ce que vous oubliez, bon, ceux qui sont en bas, bon, voici ce que vous voulez, ce que vous allez aimer cacher. On va passer et c'est ce que l'administration fait. À mettre ici la question de l'attitude de ces énarques, futurs dans le cadre de l'administration, républicains, etc. Leur comportement a été taxé d'incivisme. Mais qui a taxé ça d'incivisme? Et tous ceux qui ont apprécié. Non, pas tous ceux qui ont apprécié. Disons peut-être ceux qui avaient en charge, n'est-ce pas, la prise en compte de ces élèves. Et ils ont apprécié ça selon leur point de vue, pour se donner raison. Vous savez, quand une personne commet un acte d'indiscipline, bon, on peut facilement l'admettre. Mais quand c'est 10, 20, 30, 40 au-delà qui posent le même acte, il faut se poser la question. C'est que peut-être qu'il y a un motif. Donc, il ne peut pas se lever comme ça et puis partir s'il n'y avait pas un certain motif. Et maintenant, l'autorité nous a fait savoir qu'ils se sont évadés, etc., mais sans nous donner tous les éléments d'appréciation, sans dire pourquoi ils sont partis. S'ils sont partis, c'est que sans doute il y avait quelque chose, il y avait un motif. Donc, il ne peut pas se lever comme ça, partir. Vous savez, il y a des gens qui vont d'eux-mêmes pour faire les tests du Covid-19. D'eux-mêmes, ils s'en vont faire les tests. Ouais, et maintenant, vous avez des gens, on veut vous prendre en charge, vous faire les tests, et puis les gens s'évadent. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, si on n'est pas, on veut peut-être ramener les choses, est-ce que la question qui est posée ici, est-ce que même s'il y a des conditions peut-être qui ne sont pas favorables, etc., convenables, est-ce que ça vaut que l'on aille dans la société tout en sachant qu'on peut contaminer d'autres personnes? C'est là la responsabilité. Oui, mais le problème c'est quoi? Si vous craignez pour votre vie même en étant là-bas, parce que certains disent qu'il y avait la possibilité pour qu'eux-mêmes ils soient davantage contaminés dans les conditions où on les avait placés. Est-ce que vous avez vu? C'est ça le problème. Maintenant, les autorités auraient pu nous donner toute l'information en disant il y a eu ça et ça et ça et ça et ça, et conséquence, voilà.
là, on peut apprécier. Justement, Regardez, je vais vous dire une chose. justement, quand on est dans un camp militaire, la formation militaire, c'est le contact. Est-ce qu'on peut faire autrement? Mais on prend les dispositions. Ce que vous dites là, c'est en situation normale, hors Covid. D'accord. Quand nous sommes dans une situation de Covid, nous sommes en circonstances exceptionnelles. Ça existe des mesures exceptionnelles. D'accord. Permettez-moi que je termine. Très rapidement. Moi, j'étais à Bobo il n'y a pas très longtemps. Sous la pluie, j'ai vu une centaine de jeunes qui marchaient, serrés les uns contre les autres, en quatre, sans aucune protection. Et des jeunes militaires. Mais moi, je me suis dit, mais ça, c'est quel chef qui les a mis dans cette situation? Aucune escorte militaire, aucune protection. À l'époque où il y a les djihadistes, là, on aurait pu venir canarder ces gens-là facilement. Donc, dans un tel cas, si ce n'était pas des militaires, qui sont soumis à la discipline rigoureuse, et que c'était des cadres de l'ENA qui réfléchissent, etc., ils auraient pu refuser de le faire. Ouais. On se rappelle d'un cas d'élève gendarme qui aussi avait... Est-ce que toutes les décisions ont été prises? André Jeanne Guido, très rapidement, sur cette situation des énarques de Bobo. Non, ce qu'il faut dire, c'est que la question de la formation militaire est arrivée il y a 1 ou 2 ans en arrière. Et c'est arrivé avec un nouveau directeur de l'ENAM, le docteur Ouedraogo, qui a instauré ça. Je crois qu'il fait du bon travail à l'ENAM parce qu'il a mis d'autres choses en perspective. Il a réussi à intéresser nos hommes d'affaires dans la philanthropie pour construire plus d'amphithéâtres. Donc, il fait du bon travail. Mais cela dit, la question que je me pose, c'est quel est le plus que l'on gagne en envoyant des gens qui ont déjà la quarantaine aller faire un service militaire. Parce que quand vous faites un service militaire, c'est quoi? D'abord, c'est la discipline que l'on veut inculquer dans l'esprit des jeunes. C'est le but de la formation militaire. Puisque la discipline est la principale force des armées, on veut donner aux jeunes la capacité d'être disciplinés et de se prendre en charge. À 40 ans, j'imagine que ça va être un mais petit 40 ans, je ne crois pas. Non. C'est pas à 40 ans, peut-être les fonctionnaires qui viennent pour se former. La formation professionnelle. La formation professionnelle. Mais André, non, je vais arriver. Non, je fais l'analyse. Quel que soit l'âge qu'ils ont, il ne s'agit pas d'aller servir dans les rangs militaires. Il s'agit d'avoir une certaine discipline. Je voulais remettre en cause même cette formation militaire qui, de mon point de vue, n'apporte absolument rien aux gens. N'apporte rien, absolument rien. Vous allez quand même loin. Est-ce que je peux terminer? Oui. Je peux terminer mon Très bien, mais développement. on va essayer. Après, vous direz que je ne suis pas... Laissez-moi terminer mon développement. Je vous appuierai, monsieur. Parce que je me dis, même à 25 ans, 30 ans, la discipline, ce n'est pas au camp militaire simplement que l'on peut l'apprendre. Moi, j'aurais aimé... Mais ce n'est pas seulement les questions de discipline. Laissez-moi terminer. J'aurais aimé que pour la formation de ces énarques, pour leur donner le sens de la patrie, pour leur donner le sens de la responsabilité, il y a d'autres formations aujourd'hui qui existent. Par exemple, comme la formation du développement personnel, qui vous met en contact avec votre propre réalité. Je me dis que ce n'est pas en allant s'arrêter 8 heures ou 10 heures au soleil que l'on rend un énarque amoureux de sa patrie. C'est abruti. Et encore une fois, je vais dire, c'est pourquoi je dis, quand vous partez pour être formé militairement, il y a des valeurs qu'on veut vous inculquer. D'accord, André Jeanne. Mais je mets en doute on va même la formation sur le principe ou le concept même de cette formation qui est voulue pour les futurs cadres de l'administration. Mais je voulais terminer. La question, c'est le comportement, l'attitude qui a eu lieu en lien avec, bien sûr, l'épidémie. Notre dame aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas que les gens réfléchissent autrement. Moi, j'ai du respect et de l'admiration pour le docteur Ouedraogo. Mais je me dis ici, il est en train de se fourvoyer parce que ce n'est pas la meilleure façon de rendre les jeunes plus amoureux de leur patrie. Alors, la question maintenant sur la question, je reviens à Parfait Silva, sur aujourd'hui la situation de la pandémie, de l'épidémie dans notre pays, qui semble, quand même, quand on regarde les chiffres, il y a une montée. On nous dit aujourd'hui qu'il y a 80% qui sont asymptomatiques, donc des gens bien portants, mais qui peuvent transmettre la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un grand risque Non, le rebond, il est mondial. C'est-à-dire que on a observé que dans plusieurs pays, les cas sont de plus en plus importants. Ce sont les cas graves qui, heureusement, se comptent sur le bout des doigts. La situation au Burkina, elle va dans le même sens. Et j'allais dire qu'elle s'aggrave parce que, évidemment, tout le monde a oublié les gestes barrières. Tout le monde a oublié. Quand on voit
Même nous, ce matin, quand nous avons vu Lookman avec le masque, on s'est posé des questions. Donc, c'est dire à quel point tout le monde a oublié. Donc, disons que pour parler de la stigmatisation mais de la société... c'est réel. C'est réel qu'aujourd'hui, les bonnes habitudes qu'on avait prises pendant la période, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains, on les a jetées aux orties. Ah non. Donc, Non. Oui. Non. Merci, on va continuer. Non, moi, Mais évidemment. Non, Merci, je parle des mesures barrières. D'accord. Merci. C'est de la connerie. Merci. Les marques servent non, on beaucoup. peut pas accepter Les masques servent beaucoup à quelque chose. Les masques sont parmi les mesures barrières, les masques, la distanciation, etc. Le regroupement même, tout ça. Donc, blanc là. Oui. merci. À quoi ça sert? Merci. On va continuer. Pour parler des candidatures aux législatives, la période donc, de dépôt a été ouverte du 17 au 22, donc 5 jours pour déposer les candidatures. Et on le sait toujours, quand on parle des candidatures aux législatives, il y a beaucoup de remue-ménage, j'allais dire, mais de branle-bas dans les partis, parce que le positionnement sur les listes crée beaucoup de problèmes. On a vu par exemple dans la boucle du monde le PCR qui a démissionné, le président du conseil régional qui a démissionné, donc le MPP qui a démissionné. On a vu aussi le député de Kouéro, donc Boussé Capital, qui a aussi démissionné. Bon, il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Parfait, Silga. Est-ce que ce problème donc, de remue-ménage ou des branle-bas à l'intérieur des partis, est-ce que cela ne va pas contribuer à affaiblir davantage certains partis d'ailleurs qui sont à la présidentielle? Non, c'est un phénomène qui s'observe à chaque élection, et surtout dans les grands partis. Parce que vous savez que si vous êtes à l'UPC, si vous êtes au MPP, en tout cas les grands partis qu'on connaît, au CDP, si vous êtes tête de liste dans une province, ou bien à Ouaga, ou à Bobo, vous êtes presque sûr d'être élu député. Et donc, tout le monde se bat pour être aux avant-postes. Donc, le choc des ambitions, effectivement, suit le cours des choses au niveau politique. Donc, ce qu'on observe là est tout à fait normal. Il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, vous observez aussi que le plus souvent, les grands partis attendent la dernière minute pour déposer la liste, pour éviter que les Ngani peut confirmer, pour éviter que certaines personnes démissionnent immédiatement pour aller rejoindre... Parce qu'ils ne sont pas bien positionnés, ils peuvent démissionner pour aller... Ça, c'est... Voilà. Donc, vous allez voir que c'est à la dernière minute que les partis vont déposer les listes à la série. Alors, Lengani, mais c'est tout à fait normal ce qui se passe. Alors, Lengani, donc, il y a la tendance assez faible de dépôt d'entrée, et puis à la fin, il y a un embouteillage, d'accord. Mais on a remarqué cette fois-ci, de façon extraordinaire, ou exceptionnelle, disons, les candidats indépendants sont venus quand même de façon importante. On a jusqu'à 30 regroupements d'indépendants. C'est quand même important. Je pense que c'est la nouveauté, effectivement, c'est le phénomène nouveau. C'est tout à fait... Ça montre que les gens n'ont plus confiance aux partis traditionnels. Et moi, personnellement, j'avais fait une analyse en 2017 sur le phénomène politique, les regroupements politiques dans notre pays. Et j'envisageais effectivement qu'il y aurait plus de place pour les indépendants, plus de chance pour les indépendants de gagner parce que le discours politique est érodé. C'est devenu un plat faisandé qu'on n'arrive même pas à réchauffer. Et même les acteurs eux-mêmes ne n'inspirent pas confiance. Donc au niveau de la société civile, au niveau même de certains partis, certaines personnalités peuvent sortir et se promouvoir elles-mêmes. Et on l'a constaté même déjà avec les élections de 2015, où par exemple, je prends le cas d'un parti comme le CDP par exemple, qui n'avait pas de moyens pour battre campagne. Les gens, ceux qui ont été élus, la plupart, se sont financés eux-mêmes, ont financé eux-mêmes leur élection. Ce n'est pas le parti qui a payé. Donc ça montre qu'il est possible au Burkina Faso, en tant qu'individu, d'exister sur le plan politique, de faire sa propre promotion et de réussir à faire quelque chose. Donc ça c'est d'un. Ensuite, je confirme effectivement ce que Parfait disait tout à l'heure, à savoir que effectivement le positionnement sur les listes va forcément entraîner des mouvements. Et là, je suis obligé de dénoncer la duplicité et l'hypocrisie des grands partis, parce que je crois que ce n'est pas normal de... C'est comme si les militants étaient otages de l'appareil du parti. C'est-à-dire, on vous bloque, on vous classe mal,
et on ne vous laisse pas la possibilité de réagir et même de contester même à l'intérieur. Mais Lengani, est-ce que ce n'est pas, le fond même, est-ce que ce n'est pas le système qui est là, le système de scrutin qu'on a avec comment on dit, une liste, un scrutin de liste où il faut faire des listes. Si ce n'était pas le cas, est-ce qu'on aurait besoin d'un timing pour Oui, mais je me dis que quel que soit le système, on peut être à l'intérieur d'un parti honnête. On peut être honnête vis-à-vis des militants et vis-à-vis de ses camarades. D'accord. André Jeanne. Non. D'abord, la politique, les gens veulent aller au-devant des partis politiques parce que les gens ont investi et ils veulent récolter les fruits de leur investissement. Vous avez des gens dans les partis, dans leur village, dans leur province, investissent pour être reconnus. Là où il va y avoir du lififi, parce que vous ne pouvez pas faire une primaire, parce que c'est ce que, par exemple, au MPP, ils ont fait une sorte de primaire, où ils ont renvoyé les gens ont acheté des fiches d'inscription à 300 000, si vous voulez traiter de liste, et etc., etc. Et 200 000 La fiche de candidature, c'est 200 000. 200 000. D'accord. Comme je ne maîtrise pas là. Oui, voilà, comme la précision du chiffre. Autour de 200 000. Le communiqué de l'année Comme je ne suis candidat à nulle part, les prix ne m'intéressent pas. Mais je sais que les gens ont acheté pour être positionnés. Et on est allé dans les partis et on a fait des votes pour le classement. Là où on amène des problèmes, c'est par exemple si moi je suis classé premier et on transmet la liste au grand parti et le parti décide de me déclasser pour me remettre sixième pour faire monter le sixième. En ce moment-là, ça veut dire que le parti même ne respecte pas ses propres principes. Et en ce moment-là, je crois que les gens ont raison de bouger. Par exemple, au MPP, le MPP a fait un communiqué à la suite des collèges d'appréciation où il y a eu quand même des publications tendant à dire qu'un tel est premier. Donc je suppose qu'il est premier sur la liste dans la province. La direction du parti a fait un communiqué pour dire que ce n'est pas donc des primaires en quelque sorte, c'est d'appréciation qui a été, il y a une appréciation qui a été faite et que la direction se réserve donc le droit. Mais c'est le cas, dans ce cas-là, j'aurais aimé que la direction du parti laisse les gens à côté, prenne les gens qu'ils veulent et les liste. Et puis non, à ce moment-là, il n'y aurait pas de... Non, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer un double jeu. Et là, d'accord, je suis d'accord avec Lengani. Vous ne pouvez pas être duplice. Vous ne pouvez pas jouer un double jeu. Vous dites aux gens, on vous laisse la liberté de choisir, mais vous savez qu'on ne tiendra pas compte de votre choix. André Jeanne Guido, est-ce que les gens pour donner André Jeanne Guido, la différence, est-ce que la différence n'est pas entre des primaires et un collège d'appréciation de personnalités, à même d'être des députés, que la direction apprécie après? Est-ce que ce n'est pas différent? Il ne faut pas faire la... Non, je ne fais pas l'amalgame. C'est pas ça. Non, ça, c'est ça, l'hypocrisie. Je veux réagir. En fait, c'est-à-dire que... Tu as le chef des partis. Non, j'explique, parce que j'ai l'impression que tu ne comprends pas. D'accord. Voilà. Explique-moi. En fait, le processus là est connu. On vous dit, il y a d'abord l'appréciation au niveau des provinces. Oui. Ils ont même fait un communiqué pour dire qu'il y a l'appréciation au niveau des provinces. Oui. Ensuite, vous avez l'appréciation... Ça commence même avec la base c'est ce que j'ai dans dit. Les mairies. Dans les mairies, dans les départements. Oh, je ne suis pas au courant de ça. Je sais. Moi, je ne suis pas politique, mais comme je sais que ce sont des gens qui vont nous gouverner. D'accord, allons-y. D'accord, donc l'appréciation commence au niveau des provinces. Oui. Et ensuite, il y a une commission nationale qui va regarder ces appréciations. Non. Moi, ce que je connais, ce que je sais, il y a les collèges d'appréciation provinciaux. Ensuite, il y a une commission nationale qui est mise en place. Et au finish, c'est le bureau exécutif national qui valide. Oui. Donc, quand on vous donne ce processus-là, vous ne pouvez pas à un moment dire oui. Il y a il y a des étapes qui filtrent tout ça. Au niveau provincial, on m'a classé premier et à la fin, je suis troisième, puis je veux me plaindre. Puisque vous êtes au courant du processus. Mais parfait, Silga. Pour autant, quand, par exemple, les collèges d'appréciation font leur appréciation au niveau de la province, entendu que la circonscription électorale pour les députés, c'est la province. Est-ce que quand, par exemple, le collège d'appréciation fait et que quelqu'un arrive à être choisi par les pairs, à être au sommet, est-ce que ça ne vaut pas la peine que ce soit cette personne qu'on garde comme tête de liste pour qu'il se retrouve plus tard à une position défavorable? Je vais vous dire qu'il y a des cas où ceux qui sont arrivés premiers ont soudoyé
les membres des sections. D'accord. C'est arrivé pas dans tous les politiques, dans c'est tous les. leur Moi, problème. je vous explique quelque chose. Vous savez, le choc des ambitions là, est tel Oui. que ceux qui veulent bien être premiers là passent par tous les moyens D'accord. et les moyens les plus malhonnêtes. S'ils font Merci, ça, on doit parfait. les rayer des Ah, parts. Maître à la vous parole. allez avoir quelle preuve? Maître Kielem a la parole pour évoquer l'entrée en force, ou en tout cas, l'avènement en force des indépendants. Ah dans oui, c'est jusqu'à normal, 30 c'est la regroupements. Est-ce que ça voudrait désaffection. dire que les partis politiques aujourd'hui sont en crise, ou est-ce qu'on ne craint pas aussi que dans les indépendants, on retrouve les mêmes personnes qui étaient dans les partis et que le personnel politique en réalité ne change pas, ne valorise Ça ne ne veut se pas dire valorise pas. nécessairement renouvellement. Hein. Vous savez, en Union soviétique, là, sous l'ère soviétique, il y avait 967 journaux qui disaient chaque fois la même chose. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement diversification. Ça peut être le même personnel qui va ici, qui va là-bas, etc. Le vrai problème, c'est quoi? En politique, c'est les intrigues, c'est les mensonges, c'est les tromperies. C'est ça le vrai problème. Bon, maintenant, moi, je pense que, d'abord, il faut dire que 5 jours pour déposer les listes, moi, je trouve ça assez bref. Parce qu'il faudrait un délai un peu plus long. Et puis, il faudrait un certain contrôle au niveau de chaque parti pour que les candidats aient le temps de contrôler la liste effectuée pour voir s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord avant le dépôt des listes. Et éviter les surprises et les roublardises. Or, en 5 jours, vous n'avez pas le temps de faire tout ça pour que les gens puissent contrôler. Ouais, donc, ça permet, n'est-ce pas, à ceux qui veulent, n'est-ce pas, rouler les autres, de le faire facilement. Comme on dit que Salif Diallo a fait avec Simon Compaoré lors des élections législatives passées. Donc, cela dit, moi, je pense que le fait qu'il y ait des indépendants traduit une certaine désaffection des anciens partis, c'est-à-dire qu'il y a une certaine hypocrisie, il y a des manigances qui se font, et les gens n'arrivent plus à trouver leur compte nécessairement dans ça. Ce n'est pas que les indépendants ont nécessairement une meilleure ambition pour le Burkina Faso, parce que chacun, tous autant qu'ils sont, c'est pour des ambitions personnelles d'abord. Et si, en réalisant leurs ambitions personnelles, ils peuvent réaliser les ambitions du Burkina Faso, tant mieux. Alors, mais concrètement, sinon, ce n'est pas leur problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas se retrouver comme dans la même loi des quotas, on a vu une loi des quotas, et puis à terme, on n'a pas vu ce qu'il fallait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un peu se trahir que de dire que des indépendants comme ça, ils vont faire mieux que des partis politiques qui sont parfait, je pense que quelle est la capacité aujourd'hui? On attend le regroupement d'indépendants, mais à faire je ne suis pas sûr que le résultat va être à la hauteur des attentes. Parce que pour le moment, les partis politiques ont le beau rôle. Et quand vous regardez la loi, on est au scrutin de liste, comme vous venez de le rappeler. Alors qu'il faut qu'on arrive pour que, effectivement, les candidatures indépendantes aient un sens au Burkina Faso. Il faut qu'on arrive, effectivement, pas des scrutins de liste, il faut qu'on change. Les candidatures voilà. totalement uninominales. Si on arrive à ça, vous allez voir. Mais sinon, aujourd'hui, tel que la loi existe, c'est-à-dire que les regroupements d'indépendants fonctionnent comme les partis politiques. Également. Alors que quand vous prenez les regroupements d'indépendants, ce sont des gens qui n'ont pas forcément une culture politique. Et s'ils ne font pas attention, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir des résultats, il faut qu'ils puissent fonctionner comme des partis politiques, c'est-à-dire pour avoir une machine électorale, pouvoir avoir aussi, être bien représentés au niveau national. C'est ça qui va leur permettre d'avoir... André Jeanne, très rapidement, et Lengani termine. Non, je vais dire, le jour où on aura des regroupements qui disent « nous sommes là pour regarder ce que les politiques font, mais nous ne voulons pas être à leur place », on va gagner. Mais il y a quelque chose que Parfait a dit, on ne peut pas laisser passer ça. Vous savez pourquoi les gens manipulent les constitutions? C'est parce qu'ils estiment qu'une fois qu'ils sont forts, ils peuvent faire même contre ce que les gens ont fait. Dans un parti, c'est comme, encore une fois, si vous jouez un match et vous gagnez sur le terrain et les commissaires au match partent dénaturer la victoire. Quand vous dites aux gens d'aller à la base et de voir ceux qui vont être les meilleurs et qui vont s'en sortir, vous avez le devoir moral de respecter ce que les gens ont choisi. Or, ici,
Non, ça veut dire que si vous n'acceptez pas ça, ça veut dire qu'une fois qu'on vote la Constitution, le président seul a le droit de modifier la Constitution. Merci. Sauf qu'en partant, on vous dit déjà que l'appréciation... Merci. Mais qui fait fait la partie- loi? Qui fait la loi? C'est le Merci. pouvoir, comme on a dit. qui Mais fait Merci. la loi. le parti fait sa loi, c'est à vous de le respecter. Merci Lengadi termine. Non. Sur cette question, les partis politiques aujourd'hui, face aux indépendants, on a plus de 150 partis qui sont en lice contre 30 regroupements d'indépendants. Oui, moi je crois que, et ça c'est dommage aujourd'hui d'assister à ce qu'on a dit, M. Tamela, vous l'avez dit, ce n'est pas forcément le renouvellement de la classe, ça ne va pas forcément bonifier. Bon, je crains que ce ne soit des gens qui beaucoup aient refusé d'être que de lions quelque part, bon, pour être eux-mêmes tête de rat. Voilà, c'est sa tête de souris. Bon, c'est ça que je crains. Bon, ensuite, je me permets de dire que je suis tout à fait d'accord avec le doyen André Eugène pour dire que les partis politiques, sincèrement, ne jouent pas franc jeu avec leurs militants. Vous ne pouvez pas dire aux gens, même si, comme l'a dit Parfait, tout le monde connaît les règles en s'engageant, vous ne pouvez pas dire aux gens, il y a des primaires, et au sortir des primaires, il y a un classement, et par la suite, la direction politique décide de se mettre au-dessus de ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque part une manière de fausser le jeu politique. Et là même, l'administration, ceux qui sont chargés de veiller au bon fonctionnement des partis politiques doivent intervenir pour dire que non, là, vous trahissez vos propres textes. Est-ce que pour vous revenir, j'avais dit que c'était, on allait Ça n'a terminer pas à commencé, Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas le MPP qui a inventé ça. Hein. Le MPP n'a pas inventé les primaires. Exactement, donc il ne faut pas prendre cela comme étant une critique contre le parti au pouvoir. Est-ce qu'il faut arriver, si on veut peut-être faire avancer la démocratie, faire avancer aussi les textes, de sorte à ce que la charte des partis politiques donne des procédures, des normes que tous les partis doivent respecter. Où là, on est dans une situation où chaque parti fait sa règle. Non, vous savez, un homme ne devient pas vertueux par des règles. C'est une question de conscience. Vous pouvez faire les règles autant que vous voulez. Celui qui veut les violer trouvera les moyens de les violer. Est-ce que vous avez vu? En Union soviétique, sous Staline, il y avait une constitution, etc., le bureau politique, etc., mais qui ne se réunissait jamais. La seule solution à ça, c'est de changer le mode de scrutin. C'est-à-dire? C'est-à-dire, au lieu de scrutin de liste, d'adopter le mode de scrutin uninominal. Oui. C'est-à-dire un candidat, une circonscription. Là, chacun se bat maintenant, et puis il peut gagner. Merci. Mais quand ce sera un scrutin de liste, vous serez otage du parti. Alors que quand c'est un scrutin uninominal, ça, c'est les personnalités maintenant qui s'imposent. Individuellement. Alors, merci André Janiboudou. On va changer de sujet. On va mettre la Côte d'Ivoire. Mais j'allais simplement dire qu'au niveau de la CENI, la procédure est donc ouverte. Il y a donc les structures qui reçoivent les candidatures. Donc, il y a la réception des candidatures, y compris même des pièces, quand elles manquent, on vous signifie. Et il y aura après la validation des candidatures sur la base même des conditions d'éligibilité. Alors, merci à vous. On va aller en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, les intervenants pourraient revenir sur ce sujet. On va parler de la Côte d'Ivoire. 4 candidats au finish sur une trentaine de candidats qui étaient donc, potentiellement engagés. Et à la fin, la Cour constitutionnelle ivoirienne a retenu 4 candidats. Le président sortant Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, Kakabe, donc le plus jeune Kakabe, et finalement Afi Nguessan du FPI. Certains ont dit que c'est un jeu bien fait depuis la présidence ivoirienne. Oui, on peut le dire, mais moi je suis vraiment étonné par ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Étonné parce que c'est un pays qui vient de très loin, qui a connu une très forte crise et qui, de mon point de vue, est en train de suivre le même chemin pour aboutir au même résultat, c'est-à-dire à une crise post-électorale qui va être très, très ravageuse. Étant entendu que, je l'ai déjà dit sur ce plateau, la particularité du personnel politique ivoirien, c'est que les gens sont des gens convaincus, engagés, qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Ça veut dire, si vous dites que c'est tout sauf Alassane, ils sont prêts à mourir pour le tout sauf Alassane. Ce qui n'est pas le cas au Burkina Faso. On peut en être heureux, mais ça montre aussi la faiblesse du jeu politique dans notre pays. Et je dis que 4 candidats aujourd'hui, on a l'impression que c'est ceux
que le pouvoir veut, qu'il a effectivement validé à travers un conseil constitutionnel, que tout le monde sait, c'est pas le cas n'est pas particulier à la Côte d'Ivoire, partout, les conseils constitutionnels, même au Burkina Faso, sont inféodés au pouvoir, à la mesure où la plupart des membres même sont des militants qui viennent du parti au pouvoir. Au Burkina, on a des cas très précis. Bon, pour dire que dès lors que c'est comme ça, c'est-à-dire l'arbitre du jeu est lui-même contesté, on va forcément vers Mais quand des le problèmes. Conseil constitutionnel va prendre ses décisions, il lit clairement devant tout le monde. Il y a un exposé des motifs, et puis voilà, il dit tout. Oui, mais par exemple, Il ne s'élève pas comme ça et puis bon. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. exclut des gens. Si on prend le cas, par exemple, du candidat Alassane Dramane Ouattara, lui-même, il a dit qu'il ne peut plus être candidat. Des constitutionnels de haut niveau ont dit qu'il ne peut pas être candidat. Le Conseil constitutionnel dit qu'il peut être candidat. Il y a même des avis de constitutionnalistes qu'on a fabriqués de toutes pièces. Des gens qui n'existent pas, qui ont été transformés en constitutionnalistes pour dire qu'il est. Donc c'est pour dire qu'en fait, le droit, la question du droit ici est très très secondaire. Il y a aussi la morale qu'il faut voir. André Jean Boudot, on voit qu'aujourd'hui, il y a comme Lengani le disait, tout sauf Ouattara, comme une coalition de tout le monde, y compris même des candidats retenus. On va lire par exemple Arikona Bédié, qui après avoir été retenu, dit que nous n'irons pas aux élections avec le candidat de la haute trahison et du parjure. Ça, c'est Henri Konabédié, qui est un des poids lourds parmi ceux qui sont retenus, mais qui semble se rapprocher davantage du camp de ceux qui estiment qu'il ne peut pas y aller, il ne peut pas avoir des élections à M. Ouattara. Blé Goudé s'est exprimé à demander le report de ces élections. Soro Diom, c'est pareil. On suppose que la position de Laurent Gbagbo sera aussi le cas. Est-ce que finalement la Côte d'Ivoire va se crisper dans cette élection? Non, le maître avait dit quelque chose et j'aurais souhaité qu'il augmente le volume, comme disent les jeunes. Vous savez, la politique a besoin d'hommes vertueux et des gens qui respectent leurs paroles. J'aime dire aux gens, nous sommes dans nos quartiers. Aucune loi n'empêche une personne de faire la cour à la femme de son voisin. Mais par respect pour la morale, si vous êtes bien, vous ne faites pas la cour. Une fois que vous avez dit quelque chose, vous respectez. Vous avez dit, la Constitution vous a dit, c'est 2 mandats et puis vous partez ailleurs. C'est vrai que quand vous êtes au pouvoir, tout le monde vous suit et tout le monde vous dit que vous êtes devenu le bon Dieu. Et il y a des gens même qui disent, vous avez même remplacé le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Et malheureusement, les gens même y croient. Non. Un homme, d'abord, c'est un homme qui se respecte et qui respecte sa parole. Vous avez fait 2 mandats, même si vous êtes devenu le pendant de Dieu, vous partez et vous laissez la place aux autres, comme dans les grandes démocraties. C'est le fait, vous ne pouvez pas vouloir tripatouiller. Vous arrivez au pouvoir, vous tripatouillez la Constitution, et les gens qui vont mourir à cause de ça seront plus nombreux. Parce que M. Alassane, je termine, et puis vous prenez la parole. Oui. Si M. Alassane Ouattara avait dit qu'il respecte sa parole et qu'il ne serait pas candidat, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu des manifestations jusqu'à ce qu'il y ait des morts pour qu'il se présente comme candidat. Or, le fait qu'il se dénie, on a des morts. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un pays à diriger les pays avec du sang? D'accord, merci. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, appel de Ouagadougou. Il s'intéresse aux candidatures bien sûr, aux législatives 2020. Monsieur Lamoussa François. Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à vous. Maintenant, je dirais tout simplement que c'est un non-événement parce que ces candidats indépendants dont on nous a communiqué ne sont qu'en réalité j'ai envie de dire des larves que les partis constitués ont envoyés au cas où ils vont pas bien, c'est-à-dire au niveau de leur parti, ça ne va pas bien marcher. Je pense que c'est ce que M. Tambela avait dit concernant. Ici, on veut réellement qu'il y ait des vrais, et comment on appelle ça, indépendants. Il ne faut pas que ça soit ce que je ne comprends pas, c'est qu'au début du mandat de Roch, on avait beaucoup. Oui? Allez-y. Voilà. On avait beaucoup parlé sur le fait que on devait avoir des candidatures où on n'a pas besoin de partis politiques, puisque les mairies et même les députés parlent pour leur région. C'est vrai que quand on devient député, on parle pour tout le pays, on devient le député. Mais d'abord, ils viennent d'une région, et c'est eux qui connaissent les réalités de leur région. Donc, on devait les laisser, chacun dans sa région, essayer de trouver les voies
voix pour pouvoir venir à l'Assemblée. Maintenant, on laisse aux entreprises politiques de faire le choix de celui qui est le meilleur oui. Parce que pourquoi on ne veut pas, parfois, quand il y a l'autre qui a dit que oui, pendant ce que les gens ont fait dans leur région, il y a eu peut-être de la corruption. Donc, on peut dire aussi que ceux qui ont choisi ces gens-là aussi ont été corrompus. Si on doit suivre lui sa logique, c'est pour dire que la manipulation, tant qu'on ne va pas réformer notre façon d'aller aux urnes, c'est comme je le dis, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire une élection cette année, parce que ça ne va rien rapporter au pays. On vit déjà des problèmes très graves et on devait se concentrer sur comment on va faire pour lutter contre le terrorisme. Merci. Ça va encore créer des problèmes pour rien. Merci, M. Ilboudo. Ok, merci, François. bonjour. Donc, c'est moi qui devais intervenir Oui, sur la Côte d'Ivoire, bien sur la sûr. Côte d'Ivoire, là. Je voulais quand même qu'on essaie d'être un peu plus objectif. Ce n'est pas un problème propre seulement à la Côte d'Ivoire, c'est propre à la nature humaine. Si vous remarquez, par exemple, actuellement en Russie, Poutine, il est à son 4e mandat. Actuellement en Biélorusse, il y a des marches là contre un président. Il y a Astana, c'est le pays dont le capital est. Voilà. Lui, il est mort au pouvoir et puis il a institué sa succession. C'est pour vous dire quoi dans tout ça là? C'est pour vous dire que c'est toute question de rapport de force. Les pays occidentaux sont arrivés à ce niveau de démocratie là après avoir guillotiné leur roi et chassé leur président. De telle sorte que chacun a compris que pour sa propre sécurité, il est mieux qu'après un certain temps, il s'en aille. Donc, dans nos pays là, ce rapport de force n'existe pas encore. Où on croit qu'on peut encore manipuler les gens parce que les gens sont encore manipulables. Je vous donne l'exemple d'un pays où le président n'a même pas battu la campagne, il a simplement corrompu les membres du Conseil constitutionnel et puis le jeu était fait. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est ça qui explique toutes nos situations, nos contradictions ici en Afrique. Surtout en Côte d'Ivoire, ce qui se passe aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du Conseil constitutionnel sous Barbeau. Yaoundé, qui était président du Conseil constitutionnel, a déclaré Laurent Gbagbo élu président. Quand on a chassé Laurent Gbagbo, c'est le même Yaoundé qui est revenu, qui a déclaré Alassane Ouattara élu président, dans le même scrutin. Et la dernière fois, j'ai eu à dire ici que le drame de nos pays, là, c'est que les cours et les conseils constitutionnels sont inféodés aux partis au pouvoir. On a eu seulement 2 exemples. Le cas de la Cour constitutionnelle au Niger sous Tanja, ce n'est pas Tanja qui avait mis ça en place, hein, c'est la Constitution qui avait... Et la Cour constitutionnelle du Bénin. Ce sont les 2 cours qui ont eu à donner des exemples vraiment d'indépendance. Sinon, toutes les autres cours et conseils constitutionnels, là, ce sont des gens inféodés aux partis et qui ne sont là que reprendre la musique que le parti veut que le président veut qu'il joue. Maintenant, en Côte d'Ivoire, le drame, c'est quoi? C'est qu'Alassane lui-même a été victime de ce qu'il crée encore pour les autres ici. Il avait dit, n'est-ce pas, que tout était fait pour l'empêcher de venir au pouvoir. On a exhibé sa nationalité au Burkina pour dire qu'il ne pouvait pas. Et malgré tout, les gens ont accepté pour la paix sociale qu'il soit candidat et qu'il fasse même un 2e mandat. Et c'est le même Alassane maintenant qui se retrouve maintenant pour empêcher les autres d'être candidats. Ouais. Donc c'est comme ce que j'ai dit, c'est une question de rapport de force. Parce qu'on ne peut pas dire que des 40 et quelques là, il y avait 4 qui remplissaient les conditions. Et maintenant que les 4 d'ailleurs, à part... Oui, dans le bras. Oui, c'est à eux maintenant de faire respecter les lois ivoiriennes et de trouver les voies et dans moyens. La perspective où, par exemple, une hypothèse, tous les candidats quittaient le jeu pour laisser M. Ouattara seul. Non, ils vont pas quitter le jeu. C'est-à-dire non, n'imaginez pas ça. Ils vont rester. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais moi Henri Konan-Bédié l'a dit, il n'ira pas à des élections avec quelqu'un qui n'a pas juré. Je n'y crois pas. D'accord. Ils ne vont pas faire la politique de la chaise vide, mais ce qui se passe, ils vont essayer d'imposer un rapport de force à Alassane. Mais j'ai envie de dire, quand je regarde tout ça, que le meilleur gagne. Parce qu'en réalité, sur la Côte d'Ivoire, on a tous dit ce qu'on pensait, on a tous évoqué, Maître Apollinaire de Tambela vient de dire tout de suite que c'est ce qu'il reprochait il y a 10 ans aux autres là qu'il est en train d'imposer, tout simplement parce qu'il pense que le rapport de force est en sa faveur. D'accord. On va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Sofiane Badini, il est à Ouagadougou, et il intervient sur la destruction de la mosquée. Monsieur Badini. Oui, bonjour, monsieur
Lukman. Voilà. Je voudrais simplement vous dire que c'est un sujet assez sensible et dans le cadre de notre débat ici, on a voulu que ce soit un débat qui contribue à apaiser la situation. Donc, dans votre intervention... Je ne suis pas d'accord avec certains qui disent que les autorités ne devraient pas s'impliquer sur le sujet. Pourtant, le problème est très sensible. Donc, c'est mieux que les autorités interviennent au temps avant que ça ne soit trop tard. Supposons un imam avait allé détruire une église comme ça, on allait attendre tous les noms de terrorisme, de djihadisme, de quoi par là. Mais ça, là, on ne sait pas comment on appelle ça. Là, je vous pose la question, M. Sawadro, ça aussi, c'est une façon de terrorisme ou bien c'est quoi? Donc, nous souhaitons que les autorités s'impliquent pour qu'on trouve rapidement la solution avant que ça ne soit trop tard, quoi. Merci beaucoup. Merci pour votre... Il faut dire ici que ce n'est pas un imam qui a été... c'est pas un catholique qui a été détruire la mosquée. C'est la loi. C'est la loi. Il prend une... Et que ça aurait été une église, ça aurait été une église, on l'aurait détruit aussi. Hein. Ah oui. D'accord. Donc, c'est la loi qui s'applique. Oui. Maître a dit ce que je voulais, je ne veux pas revenir là-dessus. Voilà, mais je pense que les gens ne doivent pas insinuer pour opposer les religions quand il n'en est pas le cas. Non, c'est l'application de la loi. Voilà. Tout. Maintenant, je suis... Parfait a dit que le meilleur gagne. Mais il y a quelqu'un en Afrique qui a dit qu'on ne peut pas organiser une élection et puis perdre. Le meilleur, là, c'est Alassane. C'est une réaction de dépit. Mais non, je vais dire, aujourd'hui, regardez tout le processus. Il faut que nous soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes et nous ouvrons les yeux. Vous avez vu le président du Conseil constitutionnel qui suait à grosses gouttes quand il faisait sa déclaration. Vous savez. Il n'y avait pas de Mais André, j'ai le rapport entre suer à grosses gouttes. Non, les gens ont dit, les gens ont dit qu'on a écrit le texte même pour lui. Oui, bon, ça c'est un débat. Et Maître l'a dit et on est d'accord avec lui. Aujourd'hui, on n'a pas de cour constitutionnelle indépendante. Les gens ont dit, on dit le problème de la CENI en Côte d'Ivoire. On parle de cours constitutionnels qui sont totalement branchés jusqu'aux cheveux avec le pouvoir en place. Ils ne peuvent rien dire d'autre. Maintenant, il y a autre chose que je voulais dire. C'est par rapport à nos élections, par rapport aux otages du parti. Je dirais même que si les candidats même étaient otages du parti, c'était très bien. Mais c'est que les gens même sont otages d'une personne ou d'une personnalité dans le parti. Et je parle en conséquence de cause. Je vais dire quelque chose que peut-être que les gens n'auraient pas dit. Je suis de Saponé et on a vécu toute notre crise. Mais la crise de Saponé, c'est qu'il y a une personne qui est soutenue par le parti et qui est désavouée même par ses propres électeurs au niveau de la commune. Mais on a voulu l'imposer parce qu'il ne représentait rien et on a voulu l'imposer coûte que coûte parce que quelqu'un du haut du parti, c'était son bonhomme. Et c'est ça qui va arriver dans les partis. Si les chefs de parti estiment qu'ils sont suffisamment pour imposer ce qu'ils veulent au détriment des gens du parti, André, ça va amener on est sur le sujet ivoirien. Alors, on va prendre notre dernier téléspectateur, M. Traoré, qui appelle de Banfora, sur l'évasion des élèves de l'ENAC. M. Traoré. Oui. Allez-y pour votre intervention. Okay, merci, M. Lugman. Merci aux autres journalistes qui ont intervenu sur ce sujet qui concerne la maladie à coronavirus. Je pense que cette situation vient encore poser le problème de la gestion de cette crise sanitaire dans notre pays. Parce que, à mon avis, il y a deux questions fondamentales qui se posent. Est-ce qu'au regard de la situation que nous vivions, est-ce que cette formation était obligatoire ou alors, si elle est obligatoire, quelles devaient donc être les dispositions que l'on devait prendre avant? Parce que j'ai entendu qu'il y avait plus de 800 élèves qui ont été admis pour une formation militaire. Voyez-vous, toutes les mesures de distanciation sociale de 1 mètre et autres qu'on définit là, c'est au repos, hein. C'est pas quand on a une activité sportive et autres. Voyez-vous aussi que dans les différents championnats actuellement, si un joueur est testé positif, il ne participe plus aux activités sportives. Ça veut dire que ces gens rentrent pour les activités sportives, parce qu'ils rentrent pour une formation militaire. Donc, les risques de transmission dans ces contextes est encore plus élevé. Il fait qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de faire 4 km avec un max à son nez, ou alors de faire, comment on appelle ça, les 8 kits et autres des accouplements avec des max au nez. C'est-à-dire que si on décidait de maintenir cette formation, il fallait donc s'assurer que tous ceux qui rentrent en formation sont indemnes de la maladie, y compris
ceux qui vont assurer l'encadrement de ces élèves-là. Et si on n'a pas ces moyens, on décide de surseoir à ces gens de formation en attendant que la crise sanitaire soit encore mieux gérée. Voilà un peu la première grosse responsabilité qu'il faut poser. Mais quand cela ne tienne, et du point de vue épidémiologique, quand le foyer a été découvert, et ceux qui ont été testés positifs devraient quand même en toute responsabilité se soumettre aux exigences sanitaires pour leur prise en charge. Sans le sens qu'on peut maintenant d'essayer de gérer la balle sur ceux qui se sont effectivement évadés. Mais à mon humble avis, en tant que personne avertie sur la question de Covid, je dirais quand même que les dispositions n'ont pas été prises en amont. On a voulu rendre la situation, alors qu'en la matière, la prévention serait encore nécessaire. Et on ne va pas là qu'on puisse s'attendre encore à des pareilles circonstances, parce que la rentrée scolaire est annoncée et les élèves vont se retrouver ensemble, les universités ont commencé, mais les mesures barrières ne sont toujours pas appliquées. Donc ça veut dire que la vigilance qu'on demande aux différents citoyens-là, et cette même vigilance doit naître au niveau des autorités pour que des décisions soient prises et pour empêcher les pareilles circonstances. Monsieur Traoré. Aujourd'hui, du point de vue épidémiologique, il est très difficile de pouvoir retracer toutes ces conditions-là et pouvoir mettre la main sur tout. Monsieur Traoré, Monsieur Traoré, oui. Vous êtes justement, on sait, vous êtes médecin vous-même et un spécialiste qui a travaillé à l'international sur cette question. Alors, ce qu'on voudrait savoir, ce n'est pas la première fois que vous appelez, ce qu'on voudrait savoir, nous sommes dans un cas où on dit qu'il y a 80% d'asymptomatiques. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a un grand risque que la maladie se propage plus facilement qu'avant, étant donné que les gens ne manifestent pas des signes? Oui. En fait, et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est ce qu'on dit. C'est pour cela que tout de départ, pour les différents pays avec lesquels nous avons travaillé pour les plans, on a fait des stratégies de diagnostic. C'est-à-dire que chaque pays devrait en avoir, et en fonction de la morbidité générale de sa population, tenir compte des dispositions que ces pays peuvent prendre. Vous savez qu'aujourd'hui, si on fait l'audit des différents décès à cette maladie, c'est ceux qui souffrent de comorbidité, c'est-à-dire que soit la personne a un diabète mal équilibré, la personne est asthmatique, elle est hypertendue, elle a une insuffisance rénale et autres. Mais les personnes qui sont suffisamment immunisées, bien portant, comme la plupart des gens, peuvent faire des formes frustres, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas se rendre compte que ces signes sont des signes de Covid. Mais la question qu'on se pose, quelle est la prévalence de ceux qui souffrent de comorbidité dans notre population? Parce que cette personne qui est malade, qui est asymptomatique, qui peut transmettre la maladie à une autre personne, et la personne en face de lui, si cette personne n'est pas été importante, il lui transmet la maladie et il va mourir. Vous avez vu la situation des 3 derniers décès. D'accord. Merci. Ailleurs, nous, on a intervenu en faveur d'une certaine situation pour que tous ceux qui vivent de comorbidité soient régulièrement dépistés. Aujourd'hui, quand même, tous ceux qui ont un diabète équilibré, tous les insuffisances, qui font la dialyse, autour des gens, Merci, monsieur Traoré. On est vraiment un peu pris par le temps. On aurait aimé avancer un peu plus avec vous. On est au thème de cette émission. On est vraiment au thème. Je vous donne 2 secondes, parce que vraiment essentiel. Non, je voulais d'abord dire que Loukman a eu à dire que le Conseil constitutionnel libanais a motivé cette étude. On peut tout motiver. D'accord. Et c'est pour ça que nous existons. Okay. Maintenant, moi, ce qui me surprend, c'est que Lengani, il est soit contre Alassane Ouattara, qui est le protecteur de son ami Blaise Compaoré. Lengani, très rapidement, pour terminer cette émission. Je vais pas terminer mon développement. Oui, 2 secondes, on est vraiment au thème. On est en direct, on est au terme. Alors, Lengani, 1 seconde, tu avais dit quelque chose? D'abord, concernant mon ami Blaise Compaoré, effectivement, il se porte bien. D'accord. Dieu merci. Ensuite, Guillaume Soro, qui a son adversaire, a promis de mourir jusqu'à la tombe, il sera toujours fidèle à Merci, Lengani. Mais je voudrais dire avec M. Ilboudo que je suis tout à fait d'accord avec lui que les élections actuellement n'ont aucun sens. Merci, tout Lengani. comme la formation militaire pour les gens de l'UNAM dans le conditions actuelles, c'est inutile. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On est au thème de cette émission. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à ceux qui sont donc sur ce plateau. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles, merci d'être passé. Lengani Iseka, directeur de publication de l'opinion, donc journaliste, merci d'être venu. Et puis Parfait Silga, journaliste et analyste, merci Parfait. Et puis enfin, Maître Apollinaire Kilem de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau, il est président du CRIC, le Centre de recherche internationale des stratégies, qui vient de publier donc un ouvrage. Le titre déjà?
l'évolution des sociétés. Merci, on aura Voilà. l'occasion de voir cet ouvrage-là. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Presse Éco la semaine prochaine, si Dieu le veut.